Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer la potentielle renaissance d'un géant. Après une quasi-décennie de frustration, Milan est-il en passe de renouer avec son histoire glorieuse? Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les rossoneri n'ont pas toujours été grands. Quand le club de football et de cricket de Milan est fondé, en 1899 par des expatriés anglais, c'est avec une ambition forte, illustrée d'ailleurs par son choix de couleurs. Nous serons une équipe de diables, rouge comme le feu et noir comme la peur de nos adversaires. Mais après quelques championnats glanés au tournant du siècle, une dispute concernant le recrutement de joueurs étrangers va conduire à une scission. L'Inter naît, et les rouges et noirs, eux, sombrent dans l'oubli. S'ensuivent plus de 4 décennies sans le moindre titre national, pour des diables bien pâles. Alors c'est une période qu'on mentionne assez rarement, mais quelque part c'est normal, tant la suite a été glorieuse. Sur le toit de l'Italie, dans les années 50, grâce à son célèbre trio suédois, puis très vite roi d'Europe, remportant les C1 63, 69, 89, 90, 94, 2003 et 2007, vivant quelques générations dorées. Celle des Immortels, une équipe de rêve menée par Sacchi, et témoignant des prouesses de Gullit, Van Basten, Rijkaard et Baresi, ou celle des Invincibles, dont le trio hollandais fut enrichi par les arrivées de Boban, Savicevic, Papin et d'un Maldini mature. À l'aube du siècle nouveau, peu de clubs peuvent prétendre à la même gloire que le Milan, dont les exploits sont aussi légendaires que ses héros, et qui vit même un début de millénaire faste sous Ancelotti, où œuvrent des artistes rémunérés en trophées, tant de succès et répétés qui taisent les périodes creuses, comme ces années 70 relativement vierges, ou ces passages en série B, aux origines douteuses. Mais donc aujourd'hui, et depuis quelques saisons, c'est plutôt ce spectre-là qui hante le Milan. Depuis son dernier titre de Serie A en 2011, c'est même une vraie descente aux enfers. 8ème en 2014, 10ème en 2015, 7ème en 2016, 6ème en 2017 et encore 6ème l'année dernière, avec rien d'autre qu'une maigre Supercoupe d'Italie à se mettre sous la dent. Pour un club qui a l'Europe dans son ADN, c'est aussi 5 saisons consécutives sans Ligue des Champions, série en cours, un vrai marasme. Alors la première question c'est forcément pourquoi ? Et là pour le coup les explications sont assez nombreuses, complexes et mériteraient sûrement d'y consacrer une vidéo entière, donc on va pas s'y éterniser, mais je pense que de manière assez sommaire on peut citer le déclin plus général de la Serie A dans son ensemble. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, ça semble aujourd'hui prendre une autre direction, mais il n'y a pas si longtemps c'était un championnat un peu en péril. On peut citer aussi le manque de vision sportive des dirigeants milanais, qui ont d'abord eu du mal à gérer la fin d'un cycle glorieux, et qui quand ça allait mieux ont cédé sans ménagement leur cadre au plus offrant, en compensant tout ça par un recrutement assez hésitant, et puis enfin, et peut-être surtout, des soucis financiers très importants. On a quand même un rachat raté par un groupe d'investissement chinois peu scrupuleux, la pression du fair play financier, menaçant un temps le club d'exclusion de toute compétition européenne. Alors aujourd'hui ça va un peu mieux de ce point de vue-là, sous le contrôle du groupe américain Elliott Management, et on y reviendra en fin de vidéo. C'est en tout cas une situation qui est loin d'être simple. Mais donc aujourd'hui, et après quelques années de flottement, on commence à voir des signes de guérison. Au moment où j'enregistre cette vidéo, et donc avant la réception d'Empoli, vendredi, l'AC Milan est 4ème de Serie A avec seulement 4 défaites en 24 rencontres, pas si loin de l'Inter que ça et donc pas décroché du podium, et sortant à peine d'un succès résonnant à Bergame, 3-1, qui a mis l'Atalanta à 4 points. Le club est également qualifié pour la demi-finale de Coupe d'Italie, match aller contre la Lazio mardi, après avoir sorti Naples au tour précédent. Et puis au-delà de ces faits d'armes récents, la plus grande réussite du Milan c'est sans doute ce mercato hivernal qui fait en parler. En enregistrant l'arrivée du Brésilien Lucas Paqueta, arraché à Flamengo pour 35 millions, et en s'offrant les services du prodige polonais Krzysztof Piątek, débauché du Génois pour la même somme, le club a tenté 2 coups de poker qui sont incontestablement payants parce qu'un mois de performance très abouti plus tard, leur valeur a déjà doublé. Alors ce que je vous propose maintenant c'est de faire un très rapide état des lieux de l'effectif du Milan, voilà une petite analyse poste par poste de chaque joueur et de leur profil technique pour voir un peu à quoi on peut s'attendre niveau sportif, et donc forcément tout commence avec le coach. Gattuso est arrivé en milieu de saison dernière pour succéder à Montella, et pour l'instant il fait pas tout à fait l'unanimité, en 67 rencontres sur le banc du Milan, son pourcentage de victoire est à 48%, et son projet de jeu a fluctué. D'abord relativement positif, plutôt un football de possession qui cherchait à construire proprement depuis l'arrière, mais après avoir encaissé quelques buts un peu gag, il est reparti sur une base plus restrictive. Un bloc très bas qui cherche avant tout à jouer des transitions rapides. La constante en revanche, c'est ce 4-3-3 qui n'a quasiment pas bougé depuis son arrivée.
Alors il est un peu boudé par les supporters pour ses ajustements in-game qui sont jugés peu efficaces ou trop tardifs, ça n'a pas l'air d'être un tacticien d'élite. Par contre on constate semaine après semaine une mentalité beaucoup plus conquérante, un chantier qu'il avait identifié immédiatement comme majeur et pour lequel en revanche on l'imagine assez adapté. Côté terrain maintenant, on a avec Donnarumma un des gardiens les plus prometteurs du football mondial qui à 19 ans compte déjà 130 apparitions sous le maillot milanais, 1m96, donc une envergure impressionnante, tout en étant très agile, un jeu au pied pas parfait, mais en net progrès. Il lui reste maintenant à reconquérir le cœur de supporters qui lui en veulent toujours un peu pour l'histoire de la saison dernière, des négociations envenimées autour de sa prolongation, un départ envisagé à l'époque qui avait fait mal et qui au vu de son profil n'est peut-être toujours pas à exclure, pour l'instant en tout cas il est sous contrat jusqu'en 2021. Au poste de latéral gauche ensuite on a le Suisse Ricardo Rodriguez, bon, sans être exceptionnel et bien plus porté sur la défense que l'attaque, il fait le taf. Derrière lui, Ivan Strinic a pas joué 1 minute cette saison, mais l'Uruguayen Laxalt peut dépanner à ce poste. Il évolue habituellement un cran plus haut et est donc une option plus offensive que Rodriguez. De l'autre côté en revanche, je suis pas sûr que la hiérarchie soit ultra fixée. Conti était à la base le premier choix, mais il a été longuement blessé et Calabria a pris sa place. Les deux sont jeunes et sujets à des erreurs occasionnelles. Les deux sont davantage portés vers l'avant, j'ai l'impression. Et alors c'est sûrement pas les prochains Cafu, mais c'est globalement encourageant. Dans l'axe par contre ça devient intéressant, on a d'abord le capitaine Romagnoli qui est vraiment séduisant. Le seul joueur en Europe avec Van Dijk à ne pas avoir encore été dribblé cette saison, rapide, très bon balle au pied. Vu son statut au club, je le vois rester encore un peu, mais une exposition en Champions League pourrait voir de très grosses offres arriver d'un peu partout. Le problème c'est que son compère de charnière, l'Argentin Musacchio, est pas assez bon. Explose au duel, pas une grande vitesse, positionnement aléatoire. Sa qualité de relance le sauve un peu, mais pour beaucoup de supporters milanais, il devrait être plutôt la troisième option, derrière Caldara. Récupéré à la juste cet été dans le deal Bonucci-Higuain est très prometteur, il est blessé depuis octobre, mais la paire avec Romagnoli fait saliver. Zapata en revanche se fait vieux et est vraiment capable du meilleur comme du pire. Abaté enfin c'est un latéral droit à la base, mais fidèle servant du club qu'il est, a prouvé qu'il pouvait dépanner dans l'axe. Au milieu maintenant, et après de très longues tergiversations, ça commence vraiment à prendre forme. Déjà avec Bakayoko, qui a opéré une transformation de Phoenix, prêté par Chelsea où il avait sombré, et auteur d'un début de saison catastrophique. Ça fait 2-3 mois qu'il retrouve son niveau de Monaco, et il est monstrueux. Radji l'avait souligné en interview à l'époque, c'est un diesel. Et il a besoin de beaucoup de temps pour s'acclimater, mais maintenant qu'il a trouvé ses marques, c'est un pilier du 11. Selon Gattuso, il a énormément progressé aussi tactiquement, capable de bien mieux couvrir les espaces sur la largeur, tout en conservant son explosivité bien sûr, et son sens de la passe. Voilà, un top joueur, à voir maintenant si Milan transforme son prêt en achat, mais en tout cas, lui veut rester. Sur le côté gauche ensuite, on a généralement Kessié, qui est un tank, une force physique rare, mais se montre encore trop imprécis en phase offensive, des mauvais choix en contre, trop de ratés dans le but. Il pourrait perdre sa place avec le retour de Biglia, même si ça demanderait un changement de système. Après, il est encore très jeune, tout comme la première recrue hivernale, Lucas Paqueta, avec lequel il permute souvent en cours de rencontre d'ailleurs. Lui a pas perdu de temps pour séduire les supporters, qu'il imagine déjà étant le prochain Kaka, gaucher technique, très intelligent et récemment buteur, son futur est radieux. Alors en poil plus haut, ni Çalhanoğlu ni Suso n'ont fondamentalement convaincu les observateurs, malgré quelques éclats notables, mais on peut pas dire non plus qu'ils soient vraiment poussés à exceller, parce que derrière, Borini il est gauche et Castillejo il est droit semblent encore un cran en dessous. En revanche, et après les échecs résonnants d'Higuain, prêté à Chelsea, et d'André Silva, prêté à Valence, Milan compte maintenant 2 buteurs de qualité. Christophe Piątek, sensation du début de saison, est un tueur né et a déjà marqué 6 fois en 5 rencontres pour le Milan, soit un but toutes les 53 minutes, dépassant sensiblement son total d'expected goals. Est-il un cas d'école de surperformance éphémère ou un vrai buteur de classe mondiale? C'est bien trop tôt pour le dire, mais on serait quand même tenté de pencher pour la seconde option, tant sa qualité est flagrante, déplacement dans la surface, finition immaculée. Voilà, je vais consacrer une analyse spécifique en début de saison que je vous mets en description, alors j'en reste là. Et puis enfin, s'il a été un peu éclipsé par l'arrivée du Polonais, le pur produit du centre de formation, Patrick Cutrone, attend son heure, et à 21 ans il est aussi très prometteur, même si pour l'instant peut-être encore un peu brut. Mais donc si cet effectif est incontestablement talentueux, il persiste une interrogation majeure, fondamentale, et qui pèse au-dessus du club comme une épée de Damoclès, c'est son propriétaire, Elliott Management.
Alors je vous mets en description le lien d'une vidéo qui revient de manière très détaillée sur les pratiques de son investissement, mais grosso modo, c'est pas du clean. Elliott est ce qu'on appelle un fonds vautour, qui comme son nom l'indique, cible spécifiquement les entreprises, voire les pays, en grande difficulté financière, et rachète leurs dettes à bas prix, avec pour objectif de réaliser une plus-value significative à court terme. Alors récemment, et malgré le passif ultra sombre et franchement immoral du groupe, ça a plutôt bien servi le Milan. Des fonds ont été injectés, des recrues prometteuses sont arrivées, et les inquiétudes autour du fair play financier sont levées. Alors que le club se relève enfin d'une rude période, l'avenir sera peut-être radieux, mais il se jouera au moins autant sur le terrain qu'en dehors. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse spéciale Milan, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez que je prenne le même prisme pour étudier un autre club aussi, faites-le moi savoir dans les commentaires, et ce sera avec grand plaisir. Enfin, et si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, on est de plus en plus nombreux en ce moment, franchement c'est assez exceptionnel et ça m'encourage énormément. Alors je voulais vous dire déjà un grand merci par rapport à tout ça, et puis de notre côté on se retrouve comme d'habitude très vite, dès lundi soir, pour un nouvel épisode de l'œil du Wilou. Alors d'ici là comme d'habitude, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.